Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média, diffusée du lundi au jeudi à 19h en direct sur le canal 165 de la Freebox sur Molotov et sur le mediatv.fr. Et pour m'accompagner dans cette émission, comme tous les mardis, l'excellent Bélir Nabli, professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique, un collectif engagé dans le débat public, également auteur de multiples ouvrages dont L'État, droit et politique aux éditions Armand Collin et Relations internationales aux éditions Pédone. Et aujourd'hui, actualité oblige, le sujet du racisme et de l'islamophobie sera le fil rouge de cette émission après le meurtre d'Aboubacar Cissé, violemment assassiné vendredi dernier dans une mosquée de la Grande Combe dans le Gard. Et pour analyser les ressorts racistes de cet acte, mais aussi d'une France en perpétuel tiraillement sur son rapport à l'altérité et à la différence, Bélir et moi sommes accompagnés de Fatma Bouvet-Maisonneuve, écrivaine et psychiatre, autrice de l'ouvrage Debout, tête haute, manifeste pour répondre au racisme aux éditions Carton Rouge. Voilà pour le décor de cette émission. Place à Au cœur de l'actu. Bonjour Fatma, bonjour Bélir. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de vous donner la parole à tous les deux pour analyser les événements des derniers jours aux médias, nous avons tenté depuis hier de confronter les politiques à la réalité de l'islamophobie, parfois niée, sinon encouragée par certains à travers des déclarations. Lundi matin, lors du compte rendu du Conseil des ministres, notre collègue Lisa Lap a interrogé Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement sur l'islamophobie. Pourquoi le fait et le terme crispe autant dans les rangs du gouvernement? Écoutons la réponse quelque peu gênée de la ministre. Je crois que tout ça mérite beaucoup de dignité et ne mérite pas que nous nous écharpions les uns et les autres sur du vocabulaire. Je pense que l'acte anti-musulman qui a été proféré dans le Gard ce week-end mérite toute la dignité et toute la mobilisation de l'État, du ministre de l'Intérieur, mais vous savez que le premier qui a réagi, c'est le Premier ministre, puis le Président de la République, le ministre de l'Intérieur, l'ensemble du gouvernement. La loi protège la foi. La fin de la phrase étant que la foi ne dicte pas la loi, mais la loi protège la foi. Et donc, nos compatriotes musulmans, dans l'exercice de leur religion, doivent être protégés comme tout un chacun dans l'exercice de sa religion ou dans sa sécurité s'il n'a pas de religion. Donc je ne veux pas faire de polémique sur les mots et je ne m'arrêterai sur cette volonté de ne pas faire de polémique. Nous sommes dans un cas qui mérite de la dignité, de la gravité. Alors un peu plus tard dans la même journée, nos reporters Lisa Lap et André Imanivitch se sont rendus à l'Assemblée nationale pour prendre le pouls du côté des députés. Ils ont posé la question aux députés Ensemble pour la République, la majorité macroniste. Pierre-Alexandre Anglade, le malaise est quasiment le même et se déporte sur le débat sémantique. Il préfère parler d'un acte anti-musulman. J'appartiens à un groupe du Bloc central, Ensemble pour la République, qui est le groupe du président de la République et de Gabriel Attal. Et moi, j'ai pas de problème à dire qu'il y a de la haine envers les musulmans dans notre pays, comme il y a de l'antisémitisme. Et ce qui est important, c'est de ne pas instrumentaliser, au fond, ces fléaux qui heurtent la sensibilité et même qui impactent très directement la vie de millions de nos concitoyens. La France, c'est le pays d'Europe qui a la plus grande communauté juive et qui est en même temps la plus grande communauté musulmane. Et dans la vie de tous les jours, ces communautés, elles arrivent à vivre de manière souvent apaisée dans beaucoup de coins de notre pays. Il ne faudrait pas que le débat politique vienne défaire ce que la République a été capable de faire pendant des années. Et donc moi, je me méfie des discours incendiaires qui peuvent exister parfois à l'extrême droite ou à droite, et parfois à l'extrême gauche ou au sein de la gauche, comme on peut le voir sur d'autres sujets. Et donc, c'est à nous, responsables politiques, d'essayer de préserver cet idéal républicain qui, malheureusement, s'abîme aujourd'hui en France. Je note que vous ne dites pas le mot islamophobie, vous dites haine anti-musulman. Est-ce qu'il y a une gêne ou... Il n'y a pas de gêne, il y a une controverse sur cette définition qui peut parfois être alimentée. Moi, je n'ai pas de problème à vous dire islamophobie, mais j'entends que certains veulent l'instrumentaliser. Donc moi, je ne veux pas verser dans l'instrumentalisation. Il y a de l'antisémitisme, il y a de la haine anti-musulman qui peut être qualifiée d'islamophobie. Il n'y a pas de problème sur les termes. Du côté du Rassemblement national, pas de surprise, l'islamophobie
n'existe pas, c'est une invention islamiste. Écoutez, Julien Audoul, député RN, au micro de Lisa Lapp et André Manivi. Ce n'est pas islamophobe. L'islamophobie, encore une fois, n'existe pas. L'islamophobie est un concept des frères musulmans qui vise à criminaliser toute critique de l'islam. Donc que ce soit un drame atroce qui doit être condamné, que ce soit de la haine anti-musulman, si c'est le cas, effectivement, ça doit être condamné extrêmement durement. J'observe que nos compatriotes de confession musulmane ne sont pas les seuls, malheureusement, que toute la société est soumise à ce climat de violence. Vous avez un rabbin qui a agressé devant sa synagogue, vous avez des catholiques qui ont été égorgés à Nice ou à Saint-Étienne-du-Rouvray, comme le père Hamel. Vous avez un prêtre qui a été égorgé. Donc vous voyez que toute notre société aujourd'hui est en proie à cette violence, une violence totalement débridée. Il faut savoir la nommer, mais ne rentrons pas dans des concepts qui visent justement à diviser et qui visent à faire avancer une idéologie qui est ennemie de la République, qui s'appelle l'islamisme. Alors, Fatma Bouvet de la Maison Neuve, que vous inspirent ces réactions politiques qui ont quand même l'air de essayer de contrebalancer, de dire qu'en fait, il n'y aurait pas de phénomène systémique, qu'il s'agirait d'un fait divers? Moi, je vais vous dire une chose. Toutes ces contorsions sémantiques et le fait de dire qu'on n'est pas pour utiliser le terme islamophobie parce que ce serait instrumentalisé, mais qu'on préférerait utiliser le terme anti-musulman parce que le terme islamophobie a été... toute cette polémique n'est pas digne du moment, 1. 2, c'est un phénomène assez classique en psychologie. C'est un phénomène manipulatoire, en fait. Parce que il tourne autour de quoi? Il tourne autour d'une réalité qui est niée, qui est déniée depuis les indépendances, qui est ce racisme à l'encontre des personnes issues des anciennes colonies, qui se transforme depuis un certain nombre d'années en effectivement racisme et islamophobie. C'est le sujet central de la France aujourd'hui, réellement, et on essaye de le noyer avec cette espèce de dispute sémantique, mais en évoquant toujours mais il y a eu des actes antisémites, mais il y a eu des actes antichrétiens, mais évidemment. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on les interroge sur un sujet précis, qui est le racisme anti-arabe, anti-noir, anti-musulman, le rejet des Arabes, des Noirs, des musulmans. Pourquoi n'en parle-t-on pas aujourd'hui en France très clairement? D'ailleurs, il n'y a aucune structure étatique aujourd'hui, aucune structure officielle qui se penche sur la question du racisme. 1 million de personnes, selon la CNCDH, 1 million de personnes dans le rapport de 2024, le rapport de 2025 va sortir bientôt, disaient que 1 million de personnes en France se déclaraient victimes de racisme. Uniquement 4% portent plainte et très peu de plaintes aboutissent. Et c'est sous-estimé. Parce que vous savez, comme moi, comme on peut l'entendre, les freins qui peuvent être posés lorsque on a besoin de porter plainte, lorsqu'on est en souffrance. Donc 1 million, mais est-ce que vous imaginez 1 million de personnes qui se déclarent victimes de racisme, sans compter tous les rapports qui tombent régulièrement, qui se ressemblent, qui se répètent, délit de faciès, discrimination à l'embauche, discrimination à l'hébergement, tout un tas de choses, à la promotion, etc. Ce sont des éléments dont on dispose, c'est des choses concrètes dont on dispose, mais on ne veut pas aller droit sur le sujet du racisme et de l'islamophobie. On y reviendra, et sur le cœur de ce bouquin, de ce livre, ce petit livre que vous avez écrit, Bélir, les réactions politiques, comme le disait Fatma, essaye de contrebalancer à chaque fois en ressortant les autres actes à la fois antisémites ou antichrétiens qui peuvent être
commis, mais cela nourrit un deux poids, deux mesures évident aussi. Il y a 2-3 choses à dire vraiment de manière très très claire. Premièrement, s'il y a une telle méfiance vis-à-vis du terme islamophobie de la part d'un certain nombre de responsables politiques, c'est parce qu'il y a eu tout un travail idéologique nourri par le confusionnisme qu'incarne un certain nombre d'acteurs publics, incarnés notamment par Caroline Fourest, mais pas seulement, puisque sa parole et ses faux arguments sont prolongés par des porte-paroles du Rassemblement national. Et avec ce résultat, in fine, c'est que finalement, un terme qui est né historiquement il y a plus d'un siècle dans les écrits officiels de hauts fonctionnaires français, et de scientifiques, notamment un anthropologue, M. Marty, qui a écrit un livre dont un des chapitres porte sur l'islamophobie, pour reprendre le terme qu'il utilise lui-même il y a plus d'un siècle. Eh bien voilà, en 2025, on s'interroge encore sur la nature et la portée de ce terme qui veut bien dire ce qu'il signifie, à savoir cette haine contre l'islam et ceux qui l'incarnent humainement, à savoir les musulmans. Deuxièmement, effectivement, ça a été dit, s'il y a une telle défiance par rapport à l'utilisation du mot, c'est parce que ce qui pose problème, c'est la chose qu'il recouvre, à savoir finalement le fait de ne pas vouloir assumer politiquement le phénomène de haine contre les musulmans en France. Voilà, c'est ça tout simplement. Et lorsque Fatma rappelle la succession de rapports, ce qui est remarquable, c'est pas la succession de rapports, c'est l'inaction, la passivité de la puissance publique derrière. Ça, c'est remarquable. Et enfin, troisièmement, pour répondre plus directement à ta question sur finalement le deux poids, deux mesures, c'est que lorsque ces responsables politiques disent « attention, il n'y a pas que des actes contre les musulmans, les autres communautés ou d'autres individus issus d'autres communautés sont également frappés », il y a une différence aujourd'hui remarquable. C'est que la haine de l'islam et des musulmans, elle est incarnée au sommet de l'État, dans les institutions de la République, à l'Assemblée nationale, parmi la représentation nationale. Ce qui n'est pas le cas, de ceux qui sont tenants d'une haine contre les chrétiens, les juifs ou les athées. Et ça, c'est un fait exceptionnel et distinctif. Et également dans un parti qu'on annonce potentiellement, je le rappelle, comme peut-être celui, pour parler plutôt du RN, comme peut-être celui qui sera aux manettes en 2027. Oui, mais pas seulement, et c'est bien le problème. Il n'y a pas que le RN aujourd'hui qui assume plus ou moins clairement cette haine contre les musulmans. En témoigne les prises de parole islamophobe. Avant de venir, on a vu qu'à l'Assemblée nationale, il y avait deux groupes qui ont refusé de respecter la minute de silence. C'est bien les LR et le RN. Alors justement, donc, les LR sont quand même considérés comme oui, mais j'ajouterais, attends, pardon, Fabrice, c'est important, cet arc islamophobe, il va jusqu'à une certaine gauche, il faut le dire très clairement, très simplement. Je veux dire, celui qui a normalisé, qui restera dans l'histoire de la Ve République comme ayant normalisé, institutionnalisé un problème républicain. Je parle de la Ve République. Si tu remontes à la Troisième République, qui était un État colonial, naturellement, tu retrouves cette équation. Mais sous la Ve République, quand même, c'est Manuel Valls, premier ministre socialiste, qui a diffusé, normalisé, institutionnalisé un problème musulman en France. Donc ça, tu vois, c'est pas le Rassemblement national, c'est pas le Front national, qui était encore, à cette époque, marginalisé ou relativement marginalisé. Donc il y a cette responsabilité historique qui se traduit aujourd'hui politiquement par le fait que l'islamophobie ne se réduit pas à un parti, à une force politique, mais au contraire constitue quelque chose de transpartisan, de consensuel au sein d'un certain bloc, et qui, aujourd'hui, ce bloc est plus ou moins au pouvoir, tout simplement. Soit au pouvoir au sens culturel du terme, soit au pouvoir au sens institutionnel du terme, si le RN devait accéder au pouvoir avec l'appui d'autres forces politiques. Et d'ailleurs, on sent cette gêne. L'Assemblée nationale, vous disiez, a rendu hommage à Aboubacar Cissé en observant une minute de silence. C'était ce mardi 29 avril, à l'ouverture de la séance des questions au gouvernement. Mais avant
de rendre cet hommage. Il y a eu un imbroglio autour de cette minute de silence parce que Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, avait refusé dans un premier temps. On sent qu'il y a un inconfort de la part. Oui, et puis un retard de réaction, pouvoir. autant que le ministre de l'Intérieur a mis du temps à réagir, autant que le président de la République n'a réagi que avant-hier, autant sur Twitter, est-ce que ça suffit, autant que le Premier ministre fait un tweet, personne ne s'est déplacé, personne n'a fait de discours pour unir la nation. Quand on est en situation de deuil, c'est quand même tragique, c'est quand même quelqu'un qui était dans un lieu de sécurité, dans un lieu sécurisé, et qui se fait prendre, qui est en plus dans un geste de bonté, parce que visiblement, il devait apprendre à faire la prière à cette personne, et qui se fait assassiner par 50 coups de couteau, mais comment dire, mais tout le monde devrait avoir le cœur qui saigne, tout le monde devrait avoir le cœur qui saigne, toute la nation, c'est comme ça qu'on fait une unité nationale, la République, mais ils ont mis du temps à réagir parce que, d'ailleurs, ils ont commencé par dire que c'était une rixe entre deux fidèles, évidemment, parce que des musulmans noirs ou arabes, ça ne peut être que des délinquants qui se disputent et qui se mettent sur la gueule ou qui s'entretuent. Après, on a entendu d'autres hypothèses, mais que ce soit, hélas, un fait aussi tragique qu'un homme qui est victime de racisme, qui est la victime tragique d'un acte, d'un assassinat raciste, ça ne pouvait passer par l'esprit de personne. Alors, on nous a dit qu'il fallait du temps pour vérifier les infos, etc. Mais pourquoi faut-il autant de temps pour vérifier des informations au sujet d'un musulman qui est assassiné et moins de temps et plus de précipitation pour d'autres? Alors, on va me dire, tu es dans la comparaison victimaire. Mais il n'empêche que aujourd'hui, il y a une atmosphère, il y a un bain général, un bain politique et médiatique, parce que moi, je tiens pour responsable, je vais aller un petit peu plus loin, je tiens pour responsable des propos politiques, des propos de certains médias qui aujourd'hui sont à l'origine de cette espèce de passage à l'acte, violent, à travers une sémantique, à travers une idéologie qui est prégnante dans certains canaux de communication. Et donc, je n'ai pas envie de les citer parce que ce sont d'ailleurs des médias qui traumatisent, j'ai appelé ça le médiatrauma. Et qui tournent en boucle sur l'invasion migratoire et nourrissent cette haine. Alors, nous serions, les musulmans, les noirs, les arabes, nous serions à l'origine du dérèglement climatique. Parfois, c'est d'un cynisme. Parfois, ça nous ferait rire même, mais c'est tellement douloureux de se prendre ça dans le bide tous les jours, et sans complexe, jusqu'au ridicule. Et en plus, je voudrais quand même rajouter une chose, parce qu'il faut souligner le niveau d'ignorance de ces personnes qui assènent ce type de propos, quoi. Que ce soit issu de la classe politique ou issu de certains médias. C'est d'un niveau, on se moque du niveau de Trump, mais vraiment, vraiment, on le concurrence bien, quoi. Mais pour appuyer vos propos, Fatma, on a appris cet après-midi par l'intermédiaire de TF1 et Paul Larouturou que Bruno Retailleau a refusé de rencontrer la famille d'Aboubacar Cissé, ce qui illustre encore une fois le fait que la compassion à l'échelle politique n'est absolument pas la même. Qu'est-ce qu'il cherche ? Je pense qu'il jouera encore il va créer un jeu de mots, une forme de confusion sur un malentendu. Il va essayer de s'en sortir ainsi, mais en vérité, le message, il est clairement passé, pas vis-à-vis de nous, en fait, mais vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis de l'électorat du RN qu'il cherche à siphonner. Il est en campagne, d'ailleurs, pour la présidence des Républicains. Il est à la fois dans une campagne interne LR et il vise 2027, et donc il vise à siphonner le RN, et il ne se pose aucune limite dans cette perspective-là. Et donc, faut aller jusqu'au bout de notre raisonnement. Il y a une responsabilité politique d'avoir à la fois nommé un tel ministre de l'Intérieur, de le laisser en exercice, en fonction, et s'interroger aussi sur cette partie de la gauche qui a soutenu
ce gouvernement et a refusé jusqu'alors de le faire tomber, eu égard à ce qu'il incarne, à ce qu'il diffuse comme message politique. Au-delà de Retailleau, par rapport à ce que tu disais sur le niveau d'ignorance qu'incarnent les porte-voix de cette xénophobie, c'est ça qui est remarquable aussi. C'est souvent on assimile le racisme à l'ignorance de classes populaires qui seraient isolées et qui seraient bombardées aussi de messages médiatiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ceux qui pensent la chose et qui sont convaincus de la chose raciste et racialiste. Et ça, donc, c'est une manière de souligner la responsabilité aujourd'hui, comme hier, de cette élite sociale qui aujourd'hui fait tomber le masque. Alors moi, je parlais justement de ceux qui se prétendent intellectuels, parce que si je peux me permettre de parler de... Mais au-delà des intellectuels, moi, ce que je vise, c'est plutôt le nouvel électorat qui fait tomber le masque. Ouais. L'électorat de Zemmour, en particulier, c'est des gens de l'Ouest parisien, c'est des citoyens de Neuilly. Oui, c'est de ceux-là que je parle, qui sont supposés être instruits et théoriquement, l'instruction ouvre à la curiosité. C'est un signe de basculement aussi. Ouais. Mais quand tu disais que Retailleau est dans je suis très très choquée par sa décision de ne pas vraiment, je suis très choquée. Je pense que ça nous vise aussi. Je pense que c'est une provocation vis-à-vis de ceux qui, de nous, de ce qu'on représente, de quand même une catégorie très importante qui fait aujourd'hui quand même l'économie française, le fait que ce pays fonctionne, tienne encore. Nous sommes des citoyens français, on a des enfants ici. C'est une attaque directe. On peut faire ce qu'on veut, que l'on soit pratiquant, pas pratiquant, mais à partir du moment où on est dans ce genre de situation, on s'identifie à la personne qui nous ressemble, on s'identifie à la personne qui a été assassinée, et ne pas reconnaître, c'est-à-dire quand il refuse d'aller symboliquement, c'est une façon de mettre un trait, c'est une façon de déshumaniser la personne, c'est une façon de mettre un trait sur sa vie, sur sa famille, sur le lien qu'il a et sur la douleur des personnes qui pleurent qui pleurent son enfant, en fait, 22 ans. Mais ça nous provoque aussi, en fait. Alors, juste avant de te donner la parole, Bélir, dans le bal des hypocrites, on a entendu des paroles qui ont l'air plus ou moins sensées. Je vous propose d'écouter Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité femmes et hommes, et aussi de la lutte contre la discrimination. Que la République ne trie pas selon ses victimes, parce que l'essence même de la fraternité, c'est d'avoir autant mal quand on a une personne qui est assassinée parce qu'elle est musulmane qu'une personne qui est assassinée parce qu'elle est juive. Et l'universalisme, c'est dans le même mouvement condamner toutes les formes de haine et combattre toutes les formes de haine avec la même intransigeance. Et c'est ce qui est mis en place évidemment par l'État, à la fois pour garantir que l'auteur des faits soit appréhendé, traduit en justice en France, pour sécuriser les lieux de culte, quels que soient les lieux de culte, et pour garantir à chaque personne vivante en France, qu'il soit français ou non, d'y vivre en sécurité, qu'il pratique une religion ou qu'il n'en pratique aucune, et quelle que soit sa religion, évidemment. Alors, Bélir, quand on entend Aurore Bergé, Bruno Retailleau, Darmanin également, on a envie de leur ressortir leur déclaration habituelle, ou dans une hypocrisie assez claire. Là, aujourd'hui, ils nous parlent de vivre ensemble, alors que dans les discours habituels sur la laïcité, l'intégration, la menace séparatiste, se cache souvent une stigmatisation ciblée et plutôt assumée. C'est clair que si on parle, d'égalité, de non-discrimination, c'est pas à Aurore Bergé qu'on pense instinctivement ou spontanément. Non, pour moi, elle incarne quand même quelque chose. On a parlé de la responsabilité des acteurs publics et des responsables politiques dans l'espèce de dégradation du débat public, le confusionnisme. Là, on a un magnifique exemple. Il suffit de citer un exemple objectif. Elle a diffusé des fake news en tant que ministre, et pas qu'une seule fois. Pas qu'une seule fois. Et d'ailleurs, en rappelant cela, j'établis un fait, et je trouve ça extrêmement remarquable, et je ne pense pas que je sois le seul à établir cette forme de continuité de la séquence médiatique. Le désarroi qu'on a aujourd'hui, qu'on vit ou qu'on ressent aujourd'hui, il est de même nature que durant la séquence médiatique qui n'est pas terminée sur le traitement des massacres à Gaza. Parce qu'au cœur, il y a le même sentiment, celui de la déshumanisation de l'autre. Exactement. La déshumanisation des Palestiniens, c'est celle que subit aujourd'hui
M. Cissé. Et d'ailleurs illustré par le mépris qu'ont souvent les pouvoirs politiques. C'est la même déshumanisation. Et derrière la déshumanisation, même le fait de sanctionner des voix pro-palestiniennes qui se mobilisent en France. Oui, mais au-delà même de la réaction publique ou politique, à la base, tu as le même problème. Il y a ces personnes, ces responsables publics, politiques, vivent avec un sentiment de différenciation vis-à-vis de ces Palestiniens, de ces immigrés, de ces Français d'une autre religion qu'eux, etc. Et ça, c'est le problème aujourd'hui qui déstructure la démocratie ou la République française, mais également les démocraties modernes qui se sont construites sur l'humanisme et sur l'universalisme des droits. Et à partir du moment où tu as des forces politiques qui déconstruisent ces deux fondamentaux, ce sont ces ordres politiques et sociaux qui s'écroulent sur eux-mêmes. Et c'est ce à quoi on assiste aux États-Unis, en France et ailleurs. Alors, Fatma, dans ce... Juste sur la question de sécurité, quand même, si vous permettez, j'ai quand même envie de dire que c'est faux que tout le monde est en sécurité et qu'ils garantissent la sécurité de tous. Je ne vais pas citer tout ce que j'ai en tête, mais les délits de faciès, l'État français a perdu contre les condamnations pour les délits de faciès. C'était des jeunes qui ont été menacés, qui n'étaient pas en sécurité face à la police qui théoriquement devait les mettre en sécurité. J'ai en mémoire tout récemment des mamans en pleurs au téléphone à la suite de l'assassinat de Naël dont on va commémorer l'anniversaire bientôt 2 ans, qui sont terrorisées parce qu'elles ne savent pas si leurs enfants vont rentrer ou pas le soir. Donc il y a un sentiment d'insécurité, il y a même un sentiment d'insécurité, je dirais, psychique au travail. Il y a une décomplexion aussi au niveau professionnel des propos discriminatoires, des propos racistes. Les syndicats l'avaient mentionné, l'avaient souligné, mais comme on le disait tout à l'heure, on souligne, mais il n'y a aucune initiative qui est prise. Donc la question de la sécurité, moi je pense au contraire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent en insécurité ici parce qu'elles ont la tête qu'elles ont. Dans cet ouvrage, vous parlez même d'une toxicité ambiante en France. Aujourd'hui, la situation est décuplée par tous ces calculs politiciens qui finalement ignorent la gangrène de la haine en fait qu'ils peuvent semer au sein de la société. Moi, je ne sais pas s'ils l'ignorent, et moi je pense qu'il y a un système pervers au sens psychanalytique et psychologique du terme, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène manipulatoire qui est en train d'être en œuvre pour déshumaniser une partie de la population au profit d'une autre. Et ce que j'ai envie de dire, parce que quand même il faut dire... ce qui se fait aujourd'hui est des choses positives et que je suis en train de découvrir avec précisément le Tour de France que je suis en train de faire, c'est que finalement la population française et d'ailleurs pas forcément l'élite, la population française ne se laisse pas avoir par cette manipulation. Je vais dans des endroits en France pour discuter de l'altérité, pour parler de valeurs républicaines, dans des endroits dont beaucoup ne connaissent pas le nom, et ces personnes font tout pour que je vienne, malgré l'opposition des politiques. Donc il y a une vie citoyenne et civique en France qui a pris, j'ai envie de dire, qui a flambé après la dissolution de l'Assemblée. Et cette vie citoyenne n'accepte absolument pas les divisions. Donc ce discours-là, en fait, moi, il y a un problème qui se pose à moi, c'est que ce discours-là qu'on entend sans cesse à la télévision, lorsqu'on va sur le terrain, moi je suis une femme de terrain, j'adore constater les choses. Donc je suis une femme de terrain par mon métier, parce que j'écoute les gens,
temps parce que j'y prête attention et j'interprète. J'ai des petits philosophes dans mon cabinet tous les jours et je suis sur le terrain. Et sur le terrain, en fait, dans des zones rurales dont on dit qu'elles sont racistes, je suis extrêmement bien accueillie auprès de jeunes qui ont appris les valeurs républicaines, des enseignants qui se battent, qui ont les valeurs républicaines chevillées au corps, qui se battent contre le racisme, qui ont envie qu'il y ait des échanges, qu'il y ait une inclusion, qui ont une politique comme ça inclusive dans l'éducation, dans le vivre ensemble, mais qui s'opposent en fait à ces politiques-là. Et je me dis, mais pourquoi ne votent-ils pas ? Et alors, moi, je pense qu'il y a rien en face, en fait. Et c'est pour ça que, entre autres, je pense que la gauche aujourd'hui est en faillite. Et ce qui me donne de l'espoir, ça n'est que la société civile pour nous sortir de ce trauma, parce que ce sont des mots qui font mal. Les gens n'arrivent pas à dormir après certaines émissions. On me dit, des fois, j'ai envie d'aller écouter cette émission pour savoir le mal qu'on dit de moi. Mais ensuite, je n'arrive pas à m'endormir. Docteur, je sais, je suis masochiste, mais c'est comme ça. Je voudrais savoir ce qu'on dit de moi, le mal qu'on dit de moi. Parce qu'on est persuadé qu'on ne dira que du mal de nous. Bélir, c'est ce conditionnement médiatico-politique finalement qui fait monter la haine et le racisme, mais aussi monter l'extrême droite en France. Oui, tu as raison, parce que lorsqu'on parle de ces médias, on pense un peu simplement au groupe Bolloré. Mais en fait, c'est faux, encore une fois. La petite musique xénophobe, elle s'est diffusée dans l'ensemble du paysage médiatique. Il suffit de prêter l'oreille aux différents canaux de l'audiovisuel public pour retrouver cette tonalité. On la retrouve, on leur tend le micro, etc. Perçu par l'extrême droite comme étant à gauche, alors que certains déroulent le tapis rouge au printemps républicain dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est pas qu'une question de label. Je veux dire, si on devait, par exemple, masquer le nom ou l'identité, le visage des intervenants sur ces différents canaux du service public, on aurait l'impression en fait que ce sont des intervenants de l'extrême droite, du RN. En fait, non. Ils sont éditorialistes, du service public. Ils sont issus de fondations soi-disant de gauche, etc. Et non, en même temps, ils diffusent en vérité un champ lexical, un imaginaire issu de l'extrême droite. Et c'est ça la nouveauté. C'est la question de la représentativité aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les avis, il n'y a pas tout ce qui peut représenter, tout à fait, tout ce qui peut représenter la multiplicité de la société française. Et on peut en parler aussi pour les films, pour les séries, pour les publicités. Je me suis demandé pour la publicité, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'arabe dans les publicités françaises. Et un jour, pendant le mois de Ramadan, je prends le métro et je vois une publicité avec une femme qui a une tête de maghrébine. C'était pour le couscous pour le mois de Ramadan. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez me citer aujourd'hui une publicité dans laquelle il y a quelqu'un qui aurait un faciès qui ressemble au sud de la Méditerranée? J'en vois pas. Alors, je pense que c'est même pire que cela, parce qu'aujourd'hui, au contraire, comme ils sont cyniques en face, ils peuvent s'appuyer sur le critère racial pour l'instrumentaliser. Et si, en vérité, il y a une plus grande visibilité de ce qu'on appelle les racisés, y compris au sein du groupe Bolloré. Je m'en rends compte sur CNews lorsque je suis très fatigué en fin de soirée. Mais en fait, c'est plus que des cautions. Ce sont des porte-paroles de la parole, des porte-paroles de la pensée d'extrême droite, tout simplement. Et donc aujourd'hui, pour le message qui est diffusé de manière vraiment pas très fine mais efficace à tous ceux, à ceux qu'on appelle les racisés, mais qui seraient opportunistes, voire cynique, c'est en réalité adopter notre discours et vous aurez une carrière ou peut-être une opportunité de carrière. Ça passe pas, mais on leur tend le micro et c'est un message qui fait très mal également, parce que d'une certaine manière aussi, c'est une manière aussi d'abandonner une forme d'idéal pour céder à une réussite sociale, à l'attrait de la lumière. C'est ce que j'appelais la perversion, c'est de la manipulation à tribande, quoi. Oui. Et à la fin, on a affaire à des médiocres en vérité, mais qui sont attirés par la lumière, encore une fois. Alors j'aimerais qu'on écoute le député LFI David Guiraud qui
prend un exemple assez significatif de ce 2 poids 2 mesures qu'on évoquait. Il parle du traitement qu'a eu le lycée musulman à Averroès comparé à Betaram. On l'écoute. Sur l'assassinat islamophobe d'Abou Bakar, je veux dire de la part d'un ministre de l'Intérieur qui il y a quelques semaines disait abat le voile en plein meeting, c'est quand même difficile de ne pas avoir une forme de lien. De la même manière qu'aujourd'hui, au sommet de l'État et de la part de nos gouvernants, on a à la fois des discours, mais on a aussi des actes qui sont profondément islamophobes. Ce qui se passe par exemple avec le lycée Averroès, donc une rupture comme ça unilatérale du contrat d'association avec un lycée, avec un établissement musulman privé, alors que Betaram, 150 plaintes pour violence et violences sexuelles, il n'y a rien, on ne se dit pas qu'il faut fermer le lycée ou faire des inspections. Là, on en a des dizaines en un an sur cet établissement-là. Bah, forcément, au bout d'un moment, on commence à se poser des vraies questions sur le fait que les gens qui sont à la tête de l'État aujourd'hui ne soient pas aussi les pourvoyeurs de l'islamophobie. Alors, Fatma, ce cas est quand même assez significatif. Hein. En plusieurs décennies, 2 établissements seulement ont vu leur contrat avec l'État suspendu. Les 2 étaient des lycées musulmans. Et de l'autre côté, on a l'omerta totale qui a été en vigueur dans le cas de Betaram, les violences sexuelles, les violences tout court, couvertes parfois par des politiques. Peut-être, on le sait, il y a une commission qui arrive et qui va le déterminer, connu au sommet de notre gouvernement actuel par le Premier ministre Bayrou. C'est quand même assez frappant, la différence. C'est frappant parce que on revient à la question de la représentativité et des stéréotypes. Ça les gêne, en fait, d'avoir des Arabes excellents. Ça les gêne. Ça les gêne. L'arabe est vu comme forcément médiocre, précaire, peu instruit. L'arabe musulman, noir, mais des arabes qui auraient 20 au bac, qui feraient les grandes écoles ou qui soient artistes ou je ne sais quoi, c'est très gênant. Oui, mais parce que ça rejoint une autre image, je pense, c'est celle de la menace. C'est plus une menace mais l'intelligence de la violence physique, mais la menace sociale. Menace. Mais c'est pour ça que je parlais d'ignorance tout à l'heure, et que la meilleure lutte contre l'ignorance aujourd'hui, c'est quand même l'intelligence. Regarde la dernière polémique sur Twitter, l'une des dernières, puisqu'elles sont quotidiennes autour du racisme. C'est précisément un raciste qui a mis en avant la liste de médecins patronyme arabo. Je me sens particulièrement concernée. Qui parle de grands remplacements. Voilà, qui parle de... Mais vous voyez, donc, il n'a pas vu à travers cette liste qui s'appelle Ben Soussan, lui, déjà. Alors là, c'est une autre... Tu pourrais nous en parler de ce type de pathologie. Mais ce que je veux dire par là, c'est très important. C'est très important, je pense. Parce que je pense que c'est l'une des clés d'analyse de la montée et de l'extension du champ de l'électorat d'extrême droite. C'est qu'il n'y a plus seulement l'imaginaire ou l'image de la violence qui serait associée à l'immigré, à l'étranger. Il y a aussi la question de la menace sociale. Il y a de plus en plus de racisés qui, malgré tout, en dépit de toutes les discriminations qu'on connaît, arrivent à évoluer. Oui, mais ça étonne à bénéficier encore, de la mobilité sociale. Ça étonne, mais ça fait peur. J'ai l'impression que ça fait peur pour un certain nombre qui voient à travers cette réussite, aussi minoritaire soit-elle, comme une source de nouvelles formes de compétition à laquelle ils n'étaient pas habitués, non seulement pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Et ça, il ne faut pas minorer. Hein. Non, bien sûr, vous avez... On n'est pas forcément communiste, mais on doit être... on peut garder à l'esprit j'ai quelques patients qui me rapportent la réussite de leurs enfants par rapport à leurs voisins, on va dire, franco-français, et les voisins qui étaient amis, etc. À partir du moment où l'enfant du couple maghrébin ou, disons, africain d'une façon générale réussit mieux. Ah bah tiens, j'aurais pas cru. Ah bah vous voyez, il y a cette. C'est pour ça que je pense que il y a quand même un imaginaire colonial qui persiste dans l'esprit de beaucoup de Français, même si il y a un travail qui a été fait, un travail quand même le temps, l'habituation, on vit ensemble, etc. Mais il y a une façon encore de nous infantiliser, de nous tutoyer. Même quand je suis médecin, j'ai déjà été tutoyée sur un plateau
télé, appelée par mon prénom. Je suis spécialiste. J'étais à côté d'un médecin qui était généraliste et l'animateur télé m'a appelé par mon prénom et l'autre avait eu droit à du docteur. Moi, j'ai bac plus 15, le gars a bac plus, je sais pas, 6 ou j'en sais rien. Mais non, ça ne rentre pas dans la tête des gens qu'on soit éduqué. C'est pas encore et il y a toujours ce positionnement condescendant. Alors, encore une fois, une réaction je tiens vraiment progresse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent, je pense, et que tout ce que tu rappelles est vrai naturellement et renvoie à ce refoulé colonial, bien sûr, mais il n'empêche, il y a quand même une nouvelle dimension, parce qu'à l'époque coloniale, y compris sur le territoire métropolitain, justement, ces indigènes, ces colonisés, ces racisés d'aujourd'hui n'étaient pas perçus comme une source de menace économique et sociale. Aujourd'hui, il y a cette dimension et c'est mal vécu. C'est mal vécu, et donc, y compris de la part de certains qui n'auraient pas forcément un sentiment raciste au sens primaire du terme, c'est-à-dire fondé sur une hiérarchie de races imaginaires, mais qui, par sentiment de jalousie sociale, réagissent ou tendent à réagir par un vote d'extrême droite pour exprimer un mécontentement par rapport à cette évolution de la société française, dont on pourrait, d'une certaine manière et paradoxalement, souligner le bienfait, finalement. Parce la méritocratie peut marcher. Voilà, malgré tout, il y a en vérité une élite de racisme qui apparaît, qui émerge avec... malheureusement, en réaction, mais qui reste un limité sentiment par un plafond de verre. Oui, c'est ce que j'allais dire, sûr. parce que justement, ces personnes-là, effectivement, accèdent au savoir, au diplôme, etc. Mais vous n'en voyez pas beaucoup qui sont patrons du CAC 40 ou d'entreprises. Écoute, on n'en voit pas des masses, hein, même dans des structures qui défendent la diversité. Parfois, tu regardes un petit peu l'annuaire. Voilà, on est un petit peu choqué par le justice, c'est impressionnant. Palais de justice, tu as des jeunes avocats, naturellement, maintenant, enfants d'immigrés, qu'on ne voyait pas naturellement il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais ça, c'est un phénomène nouveau, social et sociologique, qu'il faut souligner parce qu'on cherche quand même des lueurs d'espoir. La lueur d'espoir, c'est qu'en dépit de phénomènes de discrimination systémique, il y a une émergence. Il y a des gens qui ont une forme de résilience, un volontarisme fou qui fait qu'aujourd'hui, ça change la société et le regard de la société pour le meilleur comme pour le pire. Fatma, vous évoquiez la question coloniale et la mémoire coloniale notamment. Comment expliquer le paradoxe d'un pays qui se veut, je pense que c'est aussi la perception, qui se veut universaliste, tout en entretenant une mémoire coloniale non assumée finalement. On a vu les discours autour de cette rivalité qui a l'air contemporaine, mais qui est très ancienne avec l'Algérie, à quel point les passions étaient exacerbées. Est-ce qu'il y a un impensé raciste derrière? Moi, je pense qu'il y a un angle mort incroyable dans la perception de la République française, dans la perception de ses relations aussi avec le monde, dans la perception de sa relation avec le Sud et de la perception des descendants, des descendants ou des anciens, de ceux qui viennent des pays anciennement colonisés. Aujourd'hui, il y a encore dans les familles des personnes qui ont fait la guerre d'Algérie. On a encore des récits de la guerre d'Algérie qui traînent un petit peu dans les familles. Et puis après, ça se transmet quand même de père en fils. Encore une fois, je disais, le tutoiement facile, on vous tape sur la tête. On se souvient d'un ministre qui a été tapoté sur la tête. C'était Azouz Begag que Dominique de Villepin avait comme ça infantilisé en lui donnant une petite tape sur la tête alors que c'était un ministre. Il y a des façons aussi. Il y a quelque chose aussi qui est en train aujourd'hui d'émerger, et j'aimerais bien, j'espère que vos auditeurs y seront sensibles, c'est que ce que j'entends de plus en plus, c'est qu'on ne supporte plus du tout l'antiracisme paternaliste, parce qu'il y a une certaine gauche, précisément, qui s'est impliquée, peut-être à juste titre, et peut-être qu'on peut la remercier aujourd'hui, mais qui se transforme en une gauche salvatrice de ses pauvres
pauvres petits noirs et arabes qui ne comprendraient pas. Et ça, pour moi, c'est un mécanisme aussi colonial, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont détenteurs du savoir, de la civilisation, etc. Et ce sont eux qui vont nous protéger, nous sauver, comme s'ils pensaient à notre place, comme si nous n'étions pas des êtres pensants, libres, aimants, voilà, autonomes, mais il faudrait que ce soit eux qui nous protègent. Et ça, c'est un sentiment qui se développe de plus en plus, et malheureusement, je pense que la gauche est en train aujourd'hui, cette gauche-là est en train aujourd'hui de vraiment de pâtir de cette rancune. Bélir. Non, pour rebondir sur cette gauche-là, j'étais en train de me dire... C'est laquelle? Non, je tu vois très bien laquelle. Je crois qu'on l'identifie plutôt bien. Avant l'émission, j'avais vérifié le compte Twitter de Raphaël Glucksmann, qui encore une fois est entré en politique avec son étendard de l'humanisme et de l'universalisme des droits de l'homme, et qui n'a toujours pas réagi. Sur par rapport à l'assassinat. C'est ce que j'appelle la déshumanisation. Dis, on n'existe pas, quand même, en fait. Chapeau bas d'avoir quand même réussi ce stratagème, dans la mesure où, encore une fois, moi je vois très bien, tout cela est récent, quand même, son entrée en politique, le génocide des Ouïghours, les droits de l'homme, l'universalisme. Et aujourd'hui, non seulement ces silences assourdissants sur le génocide à Gaza, mais également sur la question du racisme en France. Monsieur est à Bruxelles en train d'essayer de défendre les droits des Ukrainiens, à juste titre. Oui, encore qu'il faudrait établir le lien entre les valeurs qu'il promeut dans cette guerre-là, enfin, contre la Russie, et ce qui se passe en France. Surtout s'il est candidat. Non, mais je voudrais juste quand même dire une chose, parce qu'on parle beaucoup de division, mais véritablement, ce que je ressens sur le terrain et aussi dans mon cabinet, c'est que vous avez des franco-français, si tant est qu'il y ait vraiment des franco-français qui sont eux-mêmes dévastés par l'allure que prend le dialogue en France, par la tonalité politique en France, parce que eux se sont battus, vous disent, moi j'ai grandi pour travailler dans le travail de cette égalité, etc. Mes ancêtres sont morts pour ça. On a pensé l'égalité, on a pensé liberté, égalité, fraternité, et aujourd'hui c'est en train de tomber en miettes sous nos pieds. On a tous un frère, une femme, un voisin, un ami, un neveu qui est mélangé. Aujourd'hui, on est tous métissés, le cosmopolitisme français. Et le pire étant que même l'universalisme est instrumentalisé aujourd'hui par les personnes racistes pour laisser penser qu'il n'y aurait pas de différence de traitement. Oui, comme les valeurs républicaines, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous dit « mais nous sommes la République, tout le monde est traité de la même façon », pour moi, ça relève du délire, parce qu'en fait, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui se réveillent. Moi, c'est vraiment, je dis, comme Lacan disait... Vous appelez à la résistance collective. Oui, c'est ça, mais Lacan disait, la réalité, c'est quand ça cogne. Et aujourd'hui, ces personnes-là qui ont grandi avec l'illusion de liberté, égalité, fraternité, se réveillent parce qu'ils sont cognés régulièrement par des propos, des politiques et de ces médias dont on parlait tout à l'heure, et qui vivent un véritable traumatisme, mais tous ensemble, effectivement. Donc moi, c'est vrai, oui, j'appelle à ce qu'on travaille ensemble, qu'on conjugue nos efforts et qu'on dresse la tête. C'est pour ça que j'appelais ça debout, tête haute, parce qu'il n'y a pas de quoi avoir honte à partir du moment où on réfléchit, où on est solidaire et on est convaincu, en fait, de l'action collective intelligente. Merci beaucoup, Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Je présente à nouveau votre ouvrage, Debout, tête haute, manifeste pour répondre au racisme, aux éditions Carton Rouge. Merci Bélir pour cette nouvelle émission. Merci à vous d'avoir regardé Au cœur de l'actu. Nos programmes, évidemment, sont à suivre sur le canal 165 de la Pribox, sur Molotov ou sur le mediatv.fr. Bonne suite des programmes sur le Média.